En 1946, plus d'un demi-million de couples se disaient oui en France. 60 ans plus tard, 250 000. Et si je vous disais qu'en 2074, il n'y aurait plus aucun mariage? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir connu un pic compréhensible, le retour du guerrier ne se faisant pas sans concession, les mariages disparaissent lentement mais sûrement. Je vous propose aujourd'hui de décrypter ce phénomène qui touche particulièrement les jeunes générations. Le mariage est en recul, mais est-ce vraiment une bonne chose? À la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi l'institution du mariage est en recul et si c'est une bonne option pour vous. Un tout petit peu d'histoire. Savez-vous d'où vient le terme mariage? Le terme mariage vient du latin maritare, qui, contrairement à ce que veut nous faire croire Disney, cela n'était pas pour vivre heureux et ensemble, mais bien donner sa femme en échange. Ce n'était donc pas une histoire de cœur. D'ailleurs, on ne retrouve pas d'amour pour toi avant le XIIe siècle. Il était coutume de dire que seuls les pauvres se mariaient par amour. Les empires et les royaumes, les fortunes et les richesses pouvaient se faire et se défaire au gré des mariages et des divorces. Mais alors, aujourd'hui, pourquoi refuse-t-on d'adhérer à cette institution millénaire? Le nombre de mariages par an, c'est comme un cours de bourse. Ça monte et ça descend à cause de nombreux facteurs. Mais nous pouvons identifier d'ores et déjà 3 pics baissiers. Après 1946, après 1974 et après 1999. Le début de la courbe est facile à analyser, puisque en temps de guerre, peu de mariages, peu d'enfants. Dès que la guerre se termine, tous ceux qui attendaient cet heureux événement se marient et ont des enfants. C'est le baby-boom. La courbe descend donc logiquement le temps que cette fameuse génération baby-boom atteigne l'âge de se marier. D'ailleurs, en parlant d'âge de mariage, si la courbe se pontifie vers le bas, c'est parce qu'en 1974, l'âge légal passe de 21 ans à 18 ans, permettant aux jeunes adultes de ne pas recourir au mariage pour s'émanciper. En 1999, l'adoption du Pacs est votée, et l'on pourrait croire qu'il a remplacé le mariage et que c'est pour cela qu'il est en recul. C'est un peu le cas, mais pas autant que ce que vous pourrez penser. Finalement, depuis l'année 2000 qui comptait un petit peu plus de 300 000 mariages, on est passé à 235 000 en 2023. C'est une baisse de 22%. En comparaison, la chute précédente des années 70 est elle de 39%. Le Pacs n'est donc pas le plus gros impact sur la baisse des mariages de l'histoire. Mais plus que ça, ce serait plutôt l'inverse. Les unions contractuelles, le Pacs et le mariage ont augmenté, revenant à presque 400 000, le sommet des années 70. Donc tout comme un cours de bourse, chaque pic et chaque creux peut trouver une explication. Si le mariage était une valeur boursière et que vous aviez investi en 1946, aujourd'hui vous seriez beaucoup plus pauvre. La tendance est clairement baissière. Cela peut être dû à des mariages plus tardifs. Depuis 1996, l'âge moyen des personnes mariées pour les femmes était de 30 ans et pour les hommes de 33 ans. En 2024, l'âge moyen des personnes mariées pour les femmes était de 37 ans et pour les hommes de 40 ans. On constate un net recul de l'âge auquel les personnes se marient d'environ 7 ans. Prenons un cas caricatural pour bien comprendre. Disons que sur notre première frise, c'est le début de l'humanité qui se crée et que tout le monde se comporte de la même manière. Ils naissent tous au même moment, se marient tous la même année et ont leurs enfants après la même durée de mariage. On nomme cette génération la génération 1. Établissons que la génération suivante, la génération 2, se comporte exactement de la même manière, mais qu'à partir de celle d'après, donc la génération 3, les mariages se font plus tard, et encore plus tard pour la génération 4. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y aura de plus en plus d'années sans mariage. Bien sûr, ce que je vous décris ici est un schéma simple qui ne permet pas d'expliquer la décroissance du mariage sur les 80 dernières années. Puisque le renouvellement générationnel, s'il est positif, permet d'accroître le nombre de mariages et la répartition dans le temps de célébrations matrimoniales. Plus il y a d'enfants, plus il y a de naissances réparties dans le temps, plus cela crée un effet de lissage. Tout irait donc pour le mieux pour notre ami mariage si la démographie était en constante évolution positive, et cela peu importe l'âge du mariage ou les tendances sociétales. Avec cette courbe du taux de natalité, en 1994, 12,5 pour 1000 habitants et en 2024, 9,7 pour 1000 habitants, soit une baisse de 22,4%. Selon un sondage américain de juin 2023, les générations Millennials et Z estiment à 85% que le mariage n'est pas nécessaire pour vivre une union épanouie. Néanmoins, les générations ne réfléchissent pas de la même manière aujourd'hui, puisque sur les 17% des personnes qui n'envisagent pas se marier, 21% sont des millennials contre 7% pour la jeune Z. La raison principale anti-mariage qui fait fuir les jeunes générations n'est ni idéologique ni religieuse, elle est comme souvent financière. Selon ce même sondage américain, 73% des jeunes générations estiment que le mariage est trop coûteux dans le contexte économique actuel. Selon une étude du Figaro, si 63% des sondés ont pu puiser dans leurs économies, 33% ont reçu une aide familiale. Près d'un Français sur deux considère qu'il faut dépenser moins de 6 000 €. 33% de 6 000 à 12 000 €. 12% de 12 000 à 20 000. D'ailleurs, savez-vous quel est le record du monde du coût d'un seul mariage ? En 2004,
Vanisha Mittal et Amit Bhatia ont dépensé plus de 60 000 $ pour leur cérémonie. Alors qu'avant, les mariages étaient financés par les parents, aujourd'hui, beaucoup de couples financent eux-mêmes leur mariage, même s'ils ne coûtent pas 60 millions de $. Mais cela ne vous empêche pas d'essayer, comme dit le dicton, on ne sait jamais. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien vous avez payé ou combien vous pensez payer pour votre mariage. Au final, le mariage a, semble-t-il, encore de beaux jours devant lui. Déjà parce que l'État retire des avantages de la stabilisation familiale des patrimoines et également du PIB grâce à l'industrie des cérémonies. D'ailleurs, notre pays aime tellement l'idée du mariage qu'il a autorisé le mariage posthume. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que contrairement aux idées reçues, c'est la plus jeune des générations, la génération Z, qui risque de redonner ses lettres de noblesse à l'institution du mariage. Entre nous, en tant que juriste patrimonial, je pense qu'il devrait suivre cette idée. Remettons l'église au centre du village. Le mariage est avant tout un contrat. Il a pour but de protéger les époux, et cette protection est incarnée par le régime primaire impératif. Le régime primaire implique des droits et des devoirs pour les époux, la fidélité, l'assistance, le secours et la cohabitation. En plus de ce socle, le droit français vous permet d'aménager comme vous souhaitez votre mariage. C'est un peu comme le menu au McDo. D'abord, vous pouvez choisir votre régime matrimonial. Il peut être communautaire, séparatiste et même un peu des deux. Tout comme au McDo, comme vous pouvez choisir entre vos frites et vos potatoes, même après avoir choisi votre régime matrimonial, vous pouvez toujours apporter des modifications qui vous favorisent. Par exemple, dans le régime de la séparation de biens, vous pouvez créer une poche communautaire qui s'appelle la société d'acquis. Et des aménagements comme ça, il y en a plein. Finalement, le mariage, c'est vraiment comme le McDo. Venez comme vous êtes. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à votre régime matrimonial? Si oui, dites-le nous en commentaire. Si ce contenu vous a éclairé et que vous souhaitez aller plus loin dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale globale, vous pouvez nous contacter, vous trouverez le lien en description. Likez, abonnez-vous si vous avez apprécié notre contenu et surtout, faites respirer votre patrimoine.